22 avril, il est 1h30 et quelques du matin, et j'aimerais placer quelques mots sous le signe de cette phrase « je ne fais que passer ». Ne vous dérangez pas, ne vous en occupez pas, faites comme si j'étais pas là. Continuez de faire ce que vous étiez en train de faire. Moi, je ne fais que passer. J'ai quelque chose à faire, j'ai quelques mots à dire, puis je m'en vais, et puis je vous laisse totalement tranquille. Manière de dire, je fais ces choses-là pour moi-même, même si je les rends publiques. En fait, il y a aucune, j'attends rien de quiconque, donc c'est pas la peine de même d'écouter ça. Vous pourrez dire que ça vous concerne pas, vous n'êtes pas conviés. Occupez-vous d'autres choses, hein, voilà. Donc je fais que passer, je voulais dire, je ne m'attarderai pas. Quelquefois, on a envie de prendre la parole pendant un moment pas très long, et finalement on se retrouve à parler longtemps. Bon, moi, il n'y a personne pour me couper la parole, donc je continue. À d'autres endroits, là, ce n'est pas trop conseillé. Donc voilà, à un moment donné, on va vous dire, parce qu'il y a d'autres gens qui attendent, voilà, il y a les impératifs d'horaire, il y a ceci, il y a cela. Donc vous devez un peu contrôler votre parole quantitativement. Donc voilà, ça fait... Moi, j'ai pas ce souci-là, je n'ai pas je n'ai pas pensé à ça. Mais malgré tout, j'ai pas envie de trop rester. Parce que les choses ne se règlent pas par la parole. Surtout quand cette parole est ultra marginale. Mais simplement, quelquefois, on est un peu intrigué par des choses, intrigué par l'effet d'une chose minime, infra importante. Et pourtant, elle nous laisse un peu songeur. Cette chose-là, pour parler globalement, je dirais, il n'y a personne, aucun être humain, aucun semblable, qui pourrait vous éviter la mort. Bon, la mort, qu'elle vienne prématurément ou pas, ça c'est une autre affaire. Mais de toutes les façons, si on a un projet, si on n'a pas de projet de perpétuation de soi au travers d'une descendance, donc qu'on meurt à 60 ou à 80 ou à 75 ou à 72 ou à 65, c'est la même chose. Ça ne change strictement rien. Pour soi, puisque à la fin, le résultat est le même. Au contraire, on pourrait même s'éviter d'atteindre un âge qui serait un peu trop celui de la dépendance et de l'affaiblissement très, très prononcé. Donc voilà, donc on part alors qu'on est encore capable presque, on pourrait même porter son propre cercueil. Voilà. En tout cas, donc ce qui est important, c'est ça. Donc, en fait, il n'y a rien d'important, puisque l'important, ce serait qu'on puisse préserver sa vie jusqu'à un certain point. Pas mourir à 60, c'est trop tôt. Pas mourir à 80, ce serait encore trop tôt. Le seul problème, c'est le corps. Peut-être vivant à 80, mais très diminué. Mais on voudrait arriver à 120, 140, 160 en bon état.
Parce que l'apprentissage, la durée d'apprentissage des choses, de la vie et de la mort, nécessite ce temps-là, ce temps long. On commence à entrevoir des choses, mais ce n'est pas encore prêt de prendre forme et de se j'allais dire, et de se formaliser, de prendre forme et de commencer. On est encore dans la réaction à ce qui nous arrive. On n'a pas encore la capacité, atteint la capacité, le moment où l'on pourrait se dégager des stimuli, qu'ils soient des stimuli positifs ou non. En tout cas, on est réceptif aux stimuli de toutes sortes. Notamment, il y a eu un stimulus. Alors, ce matin, je me réveille, il y a quelqu'un, je consulte ma page d'un réseau social, et puis une personne a disparu. Finalement, cette personne m'a soulagé, parce qu'elle ne me contacte jamais, et donc elle ne partage jamais ce que moi je mets sur mon journal. Donc c'est une personne qui n'est pas avec moi, sauf que je la vois, je vois son nom, je vois qu'elle est connectée, qu'elle n'est pas connectée. Donc je me disais, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de la retirer, de lui retirer la supposée amitié. Voilà, cette tromperie de l'amitié sur les réseaux sociaux, c'est une imposture à tous les sens du terme. Mais on joue avec ça. On sait que ce n'est pas vrai, et que ce n'est pas pour de vrai, mais on fait comme si. Donc t'es mon ami sur un réseau social. En fait, ça fait longtemps, enfin, si on a fait quelque chose ensemble, il y a sûrement très très longtemps, et on n'est pas destiné à faire quoi que ce soit, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Donc, on est séparés. Donc, on peut pas se dire amis, on se peut même pas se dire relation, on n'est rien l'un pour l'autre. Il y a personne, elle reste un camarade de classe, une photo, voilà, je l'ai sur une photo d'il y a 40 ans ou plus. Oui, il est vivant. Tant que la photo est là, il est vivant. Mais ce n'est pas lui. Lui, il a changé. Et il a vraiment beaucoup changé. Donc, on essaie de... Mais en même temps, j'ai réactivé, d'une certaine façon, l'être le plus important dans ma vie. Enfin, en tout cas, d'une certaine façon. À côté, il y avait ces deux êtres. Il y a un être qui, lui, n'a pas compté, mais un autre qui a compté. Alors, celui qui n'a pas compté, mais qui était quand même là, est parti. Donc, il est parti de lui-même. Donc, c'est lui qui a fait le choix. Peut-être qu'il a rencontré une de mes actions sur ce réseau social et s'est dit, tiens, celui-là, il n'est pas de mon bord. Alors, je l'exclus de mes relations. Il a bien fait, il a très bien fait. Mais le problème est là, donc un acte qui finalement répond à nos attentes. Mais malgré tout, alors cet acte, c'est pas en lui-même qu'il est agissant. C'est pas les séries de choses qu'il va déclencher. Souvent, on s'appuie sur cet acte minime pour se replacer. On effectue des sortes de replacements. Donc, si j'avais prévu de faire un geste social, un geste d'ouverture, finalement, je vais revenir sur ce geste. Mais ce qui était bizarre, en quelque sorte, coïncidence sûrement, c'est qu'avant de voir que la personne m'avait désamitié, désamicalisé, c'est que j'avais effacé les gens qui étaient là, 3 personnes, 3 femmes,
qui comptaient dans ma vie. Et ça fait longtemps, 2 pour 2, que j'avais envoyé l'invitation, mais pas de réponse. Puis j'ai rajouté une 3e, et j'attendais. Bon, le risque, c'est que on refuse l'invitation, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas vu l'invitation, on n'a pas fait attention. En tout cas, le résultat est le même. Donc c'est resté pendant des mois comme ça, et puis j'ai rajouté une 3e. Donc j'ai effacé ça, j'ai retiré les invitations, et donc, mais c'est après que je me suis rendu compte que j'avais été enlevé de la liste d'amis de cette personne à laquelle j'ai fait référence au début. Voici donc une chose comme ça, simplement. Évidemment, c'est pas une grosse perte, c'est même pas une perte. J'acte, en acte. Et donc l'acte, ce qui va déclencher, c'est que, en fait, d'une certaine façon, on se repositionne. On se repositionne et, alors je dis on se replace, mais non, on se repositionne. Et on essaye, bien entendu, ça crée un vide. Donc ce vide, il faut le combler d'une certaine façon. Donc, et en même temps, ça fait que on est dans on essaie d'interroger ce qu'on est en train de faire. Plus fondamentalement, qu'est-ce qu'on cherche? Alors dans cette vie, j'allais dire, cette vie, comme on dit pour le numérique, cette vie numérique, je n'ai pas trouvé l'autre qualificatif, finalement, elle n'a rien de la vraie vie. Donc la vraie vie, il faudrait y consacrer un certain temps nécessaire, un temps qu'elle mérite. Donc revenir vers l'écriture. Et l'écriture, pas l'écriture commentée un tel ou etc. La vraie écriture, elle qui permet justement d'avoir le droit d'exister de façon concrète. Aujourd'hui ou hier ou il y a 2 jours est mort un certain Sepulveda, et donc c'est l'occasion pour une personne qui se trouve un peu comme qui se considère comme une sorte d'ambassadeur pour tout ce qui concerne l'hispanité américaine, et qui donc va dans un journal, va un petit peu évoquer la personnalité que le défunt a été, un homme, on va dire des choses, et on va porter des choses au crédit de cette personne défunte. Et évidemment, on n'est pas dans ces conditions-là, on n'est pas dans la critique, on est dans une sorte d'hommage, l'hommage rendu à quelqu'un qui vient de s'en aller, qui s'en aille. Qu'est-ce que ça change? Alors, en tout cas, ça suscite des réactions. Il y a toujours le prestige de l'écrit. Celui qui parle n'est pas aussi prestigieux que celui qui écrit, et évidemment, l'écriture circule plus facilement que l'oralité, et puis et on a le temps même. Vous n'avez pas, à part certains discours évidemment exceptionnels qui sont peut-être étudiés en ce qui concerne l'art oratoire ou pour ce qui concerne certains moments clés de l'histoire, mais sinon vous vous référez toujours à l'écrit. Mais l'oral, pas tant que ça. Donc l'oral reste secondaire, voire moins, par rapport à l'écrit. Et en fait, un texte oral peut devenir un texte écrit. Donc on va transcrire un discours, et donc à ce moment-là, pourtant, tel qu'il a été prononcé, tel qu'il a été reçu, c'était sous forme orale. Il devrait être reproduit uniquement sous cette forme, parce que c'est comme ça
qu'il est le plus agissant. C'est comme ça qu'il a marqué les gens, pas sous forme écrite, mais pourtant, bon, voilà. Donc, l'écriture, elle essaie de tout ramener à elle. Alors le problème est là, donc quelqu'un qui, voilà, ce matin, donc j'enregistre ça, et j'étais moitié endormi, moitié éveillé, et puis j'entends une chose, quelqu'un qui dit une chose, il dit, la dirigeante de la formation d'extrême droite représentée au Parlement dit la racaille, il faut pas l'exterminer, mais il faut la neutraliser. Quand on utilise des termes comme ça, neutraliser la racaille. Et évidemment, c'est moi qui souvent qui quelque part m'interroge pas mal sur cette notion, par exemple, de quartier populaire. Pourquoi le quartier populaire? Pourquoi ne pas dire les quartiers périphériques? On aura compris que les gens qui certaines la périphérie et par opposition au centre quelque part souffrent certains nombres d'handicaps sociaux. La périphérie, ça peut être aussi une banlieue riche ou une banlieue pauvre. Là, quand on parle de périphérie, souvent on pense plutôt pauvre, classe pauvre. Donc on peut dire populaire, ça veut dire quoi? Et donc on pourrait dire quartier défavorisé d'une certaine façon, où ils ne le sont pas tant que ça, puisqu'ils bénéficient d'équipements. C'est pas des quartiers abandonnés, mais dans lesquels une population qui n'est pas dans l'aisance et plutôt est concentrée. Ouais. Voilà, c'est les quartiers qui concentrent le plus de gens appartenant à des milieux assez modestes. Pourquoi populaire? Ça veut dire quoi, populaire? Il y aura une classe qui est populaire et une classe qui n'est pas populaire. Alors populaire, c'est le peuple. Alors le peuple, il est par définition pauvre, il est par définition exploité. Là, non, c'est quoi la notion de peuple? D'abord, c'est une notion très vague. Et le peuple, je sais pas, ça, c'est une notion opérante quand il s'agit de mobiliser, je sais pas, on fait appel aux instincts, à l'instinct de défense, à l'instinct de conquête, etc., du peuple. On va jouer sur quelquefois les bas instincts du peuple à ce moment-là, mais le peuple, c'est quelque chose qui est fait pour amalgamer. On n'amalgame pas. Alors on dit, voilà, si on maintient la notion de classe, c'est par rapport aux conditions de vie, par rapport aux revenus, par rapport aux inégalités. C'est ça qui, pas pour des raisons culturelles ou pour des raisons esthétiques, mais c'est parce que ça correspond, matériellement parlant, à des réalités très, très concrètes, très quotidiennes. On n'est pas capable de subvenir à ses besoins de façon normale. Il faut presque pratiquer l'art de la débrouille d'une certaine façon. Quand il y avait la guerre des prix entre les supermarchés, donc il fallait jongler entre les promotions pour essayer de se faire une petite réserve de produits. Cette réserve de produits achetés à des prix assez bas, finalement, c'est ce qui constitue jusqu'à maintenant la base de mes réserves alimentaires. J'ai pas eu besoin de beaucoup acheter pendant la période de confinement, puisque finalement, j'avais déjà des réserves et constituées à cette époque. Cette époque particulière est révolue. Aujourd'hui, on revient à des pratiques beaucoup moins concurrentielles, beaucoup moins, je veux dire, et beaucoup moins. La guerre est un peu terminée, donc voilà, les choses se sont calmées.
On a encore des promotions, mais il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. En tout cas, il y a beaucoup de choses, il y aurait eu beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là, mais en tout cas, donc la racaille, voilà, le problème, c'est le journaliste qui cite une chose. Alors neutraliser, ça veut dire tuer, ça veut dire non pas désarmer, ça veut dire rendre, neutraliser, c'est faire en sorte que la personne ne puisse plus constituer un danger. On neutralise comment quelqu'un qui n'est pas armé? On neutralise par des moyens généralement disproportionnés. On a recours à des tirs de flashball, on a recours à des choses, et s'il le faut, on a recours à des armes. Et neutraliser, souvent, c'est un vocabulaire militaire, en tout cas de commando, des choses comme ça. On a neutralisé l'ennemi. On l'a empêché, finalement, de nuire, de constituer un danger. S'il le faut, on vient avec des moyens les plus disproportionnés possibles. Il n'y a pas de proportionnalité dans ces actions-là. Donc, l'ennemi ne possède que de l'armement léger, on vient avec un armement très lourd. L'ennemi est constitué de quelques dizaines de personnes, mais on va un peu dézinguer tout un quartier s'il le faut. Voilà, donc la disproportionnalité. Et donc neutraliser, bien entendu, il s'agit de ramener l'ordre, si l'on peut dire. Certains l'appellent l'ordre républicain. Mais il faut voir, évidemment, pourquoi cette chose-là. Donc il y a une cause. Alors, évidemment, certains ne seraient pas d'accord. Il peut y avoir une disproportionnalité là aussi entre la cause et finalement entre l'action et la réaction. Là, on peut le discuter. Mais que le journaliste dise la racaille neutralisée, sans dire selon les dires, sans préciser, sans vraiment mettre entre parenthèses, entre guillemets plutôt, entre guillemets, ce qui marque que l'on n'est pas d'accord, que l'on ne fait que citer. Et on cite, bien entendu, dans l'écrit, cela est très, très présent, mais l'oral, il faut quand même, il y a des moyens de le dire. Je cite, voilà. Je cite. Simplement, cette précaution oratoire permet de ne pas valider l'opinion d'une personne. Voilà. Donc, il y a un devoir d'une certaine, j'allais dire pas neutralité 100%, mais une certaine dose de neutralité. Donc après, j'écoute tout à l'heure, évidemment, en replay, une chronique sur France Culture, et donc là c'était BFM, là c'est France Culture, et France Culture, quelqu'un dit, tiens, le gouvernement d'union nationale, soi-disant d'union nationale, mais qui est ce journaliste pour se permettre de porter un jugement aussi engagé? C'est quoi gouvernement? C'est quoi cette façon de parler d'un gouvernement constitué sous l'égide des Nations Unies, issu de négociations qui ont duré longtemps, négociations difficiles, au Maroc, à Srerat, et donc c'est ça qui a permis la mise en place de ce gouvernement d'union. Donc, un gouvernement de compromis. Donc ces gens-là sont légitimes. Et lui, il délégitime un gouvernement légitime. Évidemment, on peut avoir énormément de choses à dire sur ce gouvernement. Il se trouve que ce gouvernement, il dit, voilà, la guerre, c'est la faute à ce gouvernement dit d'union nationale. Donc c'est ce gouvernement qui, nonobstant la situation sanitaire actuelle et l'urgence, etc., il se lance dans une guerre de conquête. Évidemment, voilà, c'est lui le fauteur de troubles, c'est lui le fauteur de guerre.
quand on sait comment. Bien sûr, moi je me suis habitué à la version d'Al Jazeera qui, à chaque fois, évidemment, Al Jazeera est du côté de ce gouvernement, et elle n'a pas tort. Et donc, et puis il se trouve que elle est impliquée parce que les autres de l'autre côté, les soutiens du général rebelle, sont plutôt des ennemis d'Al Jazeera. C'est les gens qui voudraient que cette chaîne d'information et d'opinion disparaisse totalement parce qu'elle leur convient pas. Évidemment, quand on compare, quand on entend Fox News arabe, quand on entend l'Arabia, quand on entend quelque part, on préfère évidemment revenir avec Al Jazeera. Le problème, c'est pas le parti pris d'Al Jazeera qui peut être assez un peu pesant, c'est surtout la façon, c'est au niveau des formes, la façon que Al Jazeera de se comporter avec ses invités. Voilà, il y a un problème de considération vis-à-vis des invités, il y a un côté, et ça c'est une autre chose. Ces journalistes doivent apprendre les bonnes manières. Ils le savent pas. Ils veulent pas. Depuis le temps, ils auraient pu, mais non, ils le font pas. Moi, j'ai grandi avec la radio, et ben finalement la radio avant la radio française et en même temps que la radio marocaine, ben il y a la radio anglaise qui était en arabe. Et elle faisait que traduire. Donc elle présentait un rapport, un reportage qui lui est traduit. Donc il n'y a pas, on peut pas interrompre. Tout ça est prévu à l'avance, voilà, en mesure, etc. Le temps, voilà, l'information va durer 1 heure ou une demi-heure, etc. Voilà, on prépare tout et voilà. Tout va se dérouler comme selon le plan prévu, selon comment on appelle ça, il y a un terme, selon le conducteur, voilà, et si je me rappelle bien, ben, le fil conducteur, on dit le conducteur, peut-être on enlève le mot fil, on dit conducteur. En tout cas, c'est ça, le truc de la radio. Aujourd'hui, les gens veulent des émissions vivantes. On a l'invité, on fait l'information et on fait l'information en direct, in vivo, vraiment tout de suite, à chaud. Et évidemment, surtout quand on fait intervenir des gens pour leur demander leur opinion, les gens n'ont même pas le temps de s'installer. Ils commencent une phrase, ils essaient d'amener une deuxième phrase, troisième phrase, et ils sont déjà interrompus. Voilà le côté un peu voyou de ces journalistes d'Al Jazeera. Mais sinon, ailleurs, les choses ou sans gêne, si on ne veut pas utiliser le mot voyou, ils sont sans gêne. Voilà. Et après, j'ai donc ça, c'est-à-dire que il y a tout un processus. Le général rebelle a attaqué Tripoli, etc., après avoir promis, etc. On sait que la France est du côté du général rebelle, armement, soutien logistique et tout ce qu'on veut, peut-être même soutien au soutien terrestre, enfin soutien humain sur le terrain. Mais au lieu finalement le général attaqué, il mettait le gouvernement de l'Union nationale sur la défensive. Ils étaient dans une très mauvaise posture. Et finalement, la Turquie est arrivée et elle a permis. Voilà, c'est l'armée nationale, les deux armées nationales d'ailleurs qui se combattent, plutôt constituées de miliciens. C'est pas des armées de métier non plus, a priori. Donc ce sont des miliciens et on voit comment ils se battent. Ils se battent un peu n'importe comment. Ça me rappelle la guerre civile au Liban, où les gens, voilà, ils ont envoyé, ce qu'on a vu en Syrie aussi, c'est se battre, vraiment,
comme ça, comme les Irakiens chiites, quand ils se battaient contre les Américains, il y avait une sorte, voilà, c'était pas des gens dont c'est le métier, quoi, de se battre. Ils s'improvisent soldats. Ils prennent énormément de risques. Ils se protègent même pas, ils ont pas de casque, ils ont rien. C'est des gens faciles. Et on se demande, mais c'est réellement une guerre, ça? Ça ressemble à tout, sauf à une vraie guerre. On voit ces combattants complètement, je veux dire, sans uniforme, presque sans discipline, un peu, qui arrosent. Ils ont des munitions, ils arrosent, je sais même pas qui ils arrosent. Après, là, c'est ça le problème, c'est ce côté un peu, comment je pourrais qualifier, le côté un peu, c'est pas ridicule, c'est incompréhensible, c'est dérisoire de cette guerre. Voilà, c'est ça. Et que des gens s'engagent dans cette guerre-là, d'un côté ou de l'autre. Bien entendu, ce pays-là n'a pas fini avec la guerre, parce que, évidemment, si ceux qui soutiennent le gouvernement de l'Union nationale, si jamais ils venaient à gagner, bah, ils pourraient se diviser, peut-être, pourquoi pas. Et on assisterait à une nouvelle guerre, quoi. C'est pas interdit. C'est pas impossible. Donc, voilà, donc la Turquie, évidemment, ça ne plaît pas à la France. La France et la Turquie, ce sont des adversaires presque. Voilà. Comme ça s'est passé en Syrie, c'est des adversaires, tout court. Pas dire des ennemis, mais c'est pas loin d'être, il y a une guerre froide, si ce n'est plus. Une guerre par, comment dire, une guerre par, comme on disait pour la guerre froide, on disait la guerre par procuration. Voilà, entre la Turquie et la France. Voilà, en Libye, c'est vrai que la Turquie a envoyé des miliciens syriens, c'est quand même, voilà. Mais après, voilà, donc on entend un journaliste de France Culture quand même, qui devrait simplement, une petite précaution de langage, le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, ça fait partie du langage, j'allais dire, diplomatique, c'est comme ça que cette instance est présentée, elle est reconnue, jusqu'à preuve du contraire, ben elle est reconnue. Après, si ça change, après la seule chose que quelquefois on dit par rapport au général Rebelle, ben, c'est pas un De Gaulle, hein, général Rebelle, mais il a pas la stature de De Gaulle, hein, il faut pas non plus exagérer. Mais général Rebelle, il s'est de lui-même intronisé maréchal. On peut ne pas lui reconnaître ce grade de maréchal. Général, c'est déjà pas mal, hein, c'est surtout, il devrait être colonel ou quelque chose comme ça, il n'a pas la stature. Mais voilà, donc il attaque, il respecte rien, il s'engage pour des, comment dire, il s'engage à geler le front, à cesser les escarmouches, au moins pendant le corona, il ne le fait pas. Donc il attaque. Et après, au bout d'un moment, ben, il a attaqué, à un moment donné, ben, les choses sont retournées. Donc lui, il est attaqué. Il se retrouve sur la défensive. Et ça ne plaît pas à ce journaliste de France Culture, et j'imagine que ça ne plaît pas à certains cercles diplomatiques et militaires français. Bon, je sais pas ce que la France est allée faire là-bas, et quel est réellement son intérêt finalement à opter pour un camp ou pour un autre. Quand on parle de l'Italie, d'accord, l'Italie a une histoire, etc. Mais la France et la Libye, pas spécialement, ni lien culturel, ni lien historique, ni rien. La France et la Tunisie, d'accord, la France et l'Algérie, d'accord, la France et le reste, d'accord, mais la France et la Libye, en tout cas, c'est ça le problème de la. Donc, en passant, je ne fais que passer. C'est vrai que on voudrait avoir. Le problème
est là, c'est que tout à l'heure j'ai vu un certain Comte Sponville, ou André Comte Sponville et qui n'arrivait pas. Finalement, il y a des gens qui aiment parler, ou qui aiment s'écouter parler, qui ne peuvent pas finalement accepter de laisser un peu les autres parler. Ils se trouvent légitimes. Voilà, il y a qu'eux qui ont la légitimité suffisante pour parler, pour exposer, pour développer, pour argumenter, etc. Et trépigner. Peut-être c'est les conditions peut-être du direct, je sais pas, à la télé. Mais en tout cas, c'est ça le problème. Le problème, on voudrait à un moment donné, et c'est là le piège. Le piège est que ce qu'on nous offre, c'est un alignement. On ne laisse pas le choix que de nous aligner. On s'aligne sur sur une position ou une autre. On peut pas dire je suis pas concerné. Moi je m'en fiche de tout ce qui se passe. Je m'en fiche. Voilà quelqu'un qui pouvait avoir une position contre le confinement, mais qui, dès qu'on lui pose la question, il se rétracte. Il pouvait très bien avoir une position différente, une position singulière, et ce serait très ça. Il faudrait qu'il y ait des gens qui se posent au confinement. Il faudrait pas qu'il y ait unanimité, sous prétexte d'ailleurs, il s'est même trompé quand on lui a posé une question sur le fait d'empêcher les gens âgés, etc., de se déconfiner. Le 11, il a dit on constitue pas un danger. Donc, évidemment, la journaliste l'a repris en lui disant c'est vous qui pourrez être en danger. C'est ça le calcul. Alors évidemment, il a essayé de se rattraper, mais le problème est que finalement, il faut être contre le confinement. Simplement parce qu'il faut qu'il y en ait qui soient contre. Un peu comme De Gaulle, qui a été contre. La majorité était pour, je sais pas, pour arrêter la guerre, et du côté de Pétain et De Gaulle. Contre la hiérarchie militaire, contre plein de choses. Voilà, ce n'était qu'un officier, donc, il n'a pas déposé les armes, il est allé loin, il est allé il a quitté la France pour aller mener la bataille. Mais il n'a pas gagné seul, évidemment. Mais voilà, donc, quelque part, le confinement, c'est une option. Considère ça comme une option, mais pas comme l'unique option. Donc si on dit qu'on est contre le confinement et après on va dire tiens oui mais c'est normal, c'était la seule, à ce moment-là il faut rien dire. Il faut dire qu'on est contre il faut développer un argumentaire contre le fait de mettre les gens repos forcé comme ça, sans réellement nécessité. Il n'y a pas de nécessité autre que la nécessité dictée par les médecins. Voilà, les médecins nous gouvernent, voilà, de toute façon, nous imposent leur vision des choses. Après, après on va dire, tiens, on va diffuser. Si par exemple, on avait dit, tiens, le confinement va servir. Donc déjà, si je dis si, donc j'introduis déjà une brèche dans mon argumentation. Mais évidemment, j'ai pas d'argument. Moi, je dis, c'est pas moi qui voudrais prendre une position contre le confinement. Simplement d'un point de vue presque d'un point de vue de la légalité de traitement entre l'égalité de traitement entre un point de vue et des idées. Voilà. Et donc, si on avait dit, tiens, pendant les 2 mois d'arrêt,
on va constituer un stock de quelque chose. Une fois qu'on aura fini la mise à l'arrêt, qu'on a décrété que c'était fini, à ce moment-là, vous aurez tout ce qu'il faut. Ben, on n'aura pas tout ce qu'il faut. On sera quand même dans l'incertitude et devant le danger et le risque, toujours d'après les médecins. On n'aura pas quitté les zones de danger. Donc à quoi ça a servi? Ça a bloqué la vie pour rien. On n'est pas sorti de la chose. Donc il aurait fallu faire un confinement de 1 an et quelques. Voilà la réalité. La réalité, on peut dire aussi que la question nous dépasse. C'est-à-dire, j'ai pas de compétences. Ouais, je me sens dépassé, c'est un problème tout à fait nouveau. C'est un problème qui n'a pas son équivalent par son ampleur, par etc., etc. C'est nouveau. Pour l'instant, je réfléchis. Mais j'ai quand même... je réfléchis, mais mon idée de départ, mon pressentiment, c'est que je dois être contre. Je dois... mais pour l'instant, je ne sais pas comment installer ce raisonnement, cet argumentaire. Je vais prendre le temps. S'il faut, dans 1 an, 2 ans, voilà. Voilà le problème donc on peut interroger, donc on interroge dans cette prise de parole rapide, on interroge le sens des choses, sur finalement le caractère, j'allais dire, opérant, le degré d'opérabilité ou d'opérationnalité d'une chose. Qu'est-ce qu'elle peut faire finalement? Qu'est-ce qu'elle peut faire sur soi? En fait, je voulais dire à partir, comme j'en ai déjà parlé, un acte, vous avez une série d'actes. Il y a bien entendu des actes majeurs, des actes médiums, des actes mineurs, des actes de toute qualité et puis de toute conséquence. Et puis vous avez, et puis malgré tout, vous pouvez avoir à faire un acte mineur, malgré tout, vous l'enregistrez comme l'acte majeur. Il devient, il acquiert un caractère de permanence. C'est irrémédiable. Cette chose-là a eu lieu et on ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas la nier, on ne peut pas la refouler, on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas faire comme si... C'est ça, c'est le degré de réalité qu'acquièrent les choses. C'est ça la force. La force. Et comme une parole, mais une parole, si elle a été prononcée, il est possible de la rattraper très vite, à chaud, pour essayer d'atténuer. Si on dit une chose à quelqu'un et puis qu'on s'excuse très peu de temps après, ça a des chances d'atténuer la portée, j'allais dire, l'effectivité de la chose. Parce que quand on commet une injustice envers quelqu'un, il y a des chances pour que cette injustice survive très longtemps et s'installe, voilà, comme dans une sorte de, j'allais dire, devient comme un caractère génétique, comme faisant partie du patrimoine de l'individu. C'est ça. Et voilà, on a nui à la personne et cette personne, elle ne peut pas se défaire de cette nuisance. Voilà, par un simple acte. On devient à l'égal des dieux. Dieu dit au monde, voilà, devient. Et il devient, et le monde devient simplement par un ordre écrit, oralisé, je sais pas comment Dieu fait pour, voilà. On imagine, c'est la parole. Dieu est parole. Dieu est verbe. Et puis, voilà. Donc c'est,
Et la chose que Dieu rend effective, ben, personne d'autre ne peut la nier. Voilà, caractère. Après, on se demande si Dieu, voilà, quelquefois on dit Dieu, ben Dieu, il peut effacer ce qu'il a créé. D'une certaine façon, ça paraît pas tellement possible. Tout effacer. Comment on peut? Comme pour ces choses du numérique, on peut dire, tiens, j'ai un computer, voilà, donc je vais faire une copie à un moment donné de tout ce qui est dans le computer. Après, je vais l'utiliser pendant un certain temps. Donc, de nouvelles choses vont s'ajouter. Mais par contre, ces choses qui se sont ajoutées, je veux, donc la copie, c'est l'origine. Évidemment, formater, c'est encore mieux. On enlève tout ce qui a été. On ramène finalement à la virginité de la chose, si l'on peut dire ainsi. Mais, et tout effacer, et revenir. Dieu, bon, il dit, est-ce qu'il a gardé, est-ce qu'il a fait une sauvegarde de la terre d'avant les hommes, ou d'avant les hommes actuels, pour qu'ils puissent finalement reconstituer la terre telle qu'il l'avait mise, telle qu'il l'avait faite à un certain moment, avant qu'il y mette l'homme. Ah, c'est ça, donc il y a des questions pas intéressantes, mais des questions voilà, qu'on peut se poser quand même. Après, la chose, c'est que les gens, ils simplement l'acte, et puis donc on est obligé de se repositionner. On est obligé et ce positionnement, il n'est pas, donc on voudrait un peu sortir de cette confrontation, ne plus être concerné. Ça ne marche pas. Alors je dis que j'allais prendre la parole juste pour quelques petits trucs, et c'est vrai que ça va s'arrêter maintenant. J'ai pas la force, et puis je m'en fiche. Je m'en fiche quelque part, mais je constate que ma capacité peut-être pour essayer de un peu de présenter quelques éléments ayant un rapport avec les relations internationales, avec les compétitions entre les nations, avec le jeu de pouvoir, les jeux de pouvoir, avec les rivalités entre les nations, autour des ressources, autour de tout un tas de choses. C'est vrai que de voir un peu le tableau d'ensemble, ou parler d'une partie de cet ensemble, ça me paraît relativement facile. Et c'est toujours, bien sûr, l'analyse reste au niveau, j'allais dire, journalistique assez basique. Voilà, donc c'est ça. Alors on devient ce qu'on entend, ce qu'on dit, ce qu'on recueille et ce qu'on fait, ce qu'on recueille. On devient ce qu'on met en place. À la hauteur, voilà, quand on est dans certaines schématisations des choses, on devient un schématique, on devient un simpliste ou un simplifiant, on devient une sorte de, voilà, on voit que voilà, le mal est de ce côté, le bien est de l'autre, voilà, moi je suis du côté du bien, et voilà, le camp du mal, alors, en fait, finalement, c'est toujours l'idée d'une certaine complexité, et même, qui est intéressante,
et j'allais dire, et même d'une certaine ambivalence. Les choses sont jamais nettes. Il n'y a pas le camp du bien et le camp du mal, et ce n'est pas possible de pouvoir trancher comme ça. Mais c'est comme ça. C'est simplement, j'ai écouté quelqu'un qui parlait d'un moyen de chant qui ont trouvé leur voix, quelqu'un d'origine chinoise et qui travaille avec le CNRS sur les mouvements de population de l'Asie, etc. Et elle a parlé de l'apparition d'un mouvement xénophobe, un mouvement de rejet vis-à-vis des populations ayant un phénotype, j'allais dire, chinois, et puis, donc elle a remarqué qu'il y avait des comportements agressifs, etc. Elle a quand même, pour introduire une certaine égalité de traitement, elle a quand même fait référence à ce qui s'est passé en Chine elle-même, et donc ces réactions de populations locales contre des gens installés chez eux. Donc il y a eu de mauvais traitements que des populations venant d'ailleurs ont subi en Chine. Donc voilà la personne qui étudie. Donc elle dit pas que d'un côté il y a des victimes et de l'autre il y a des bourreaux. Non, les mêmes, finalement, les gens selon le contexte, selon le rapport de force, ils sont victimes ou bourreaux. Donc les mêmes, voilà. Donc c'est les réactions de xénophobie, la réaction de rejet sont assez universelles. Il n'y a pas, personne n'est plus dans ces secteurs-là. Personne n'a le monopole de la xénophobie. La xénophobie, elle traverse les frontières, elle traverse les langues, elle traverse les continents, voilà. Donc, seulement, d'une certaine façon, quelqu'un qui parlait, et c'est pas la première fois que je l'entends, et il parle très à l'aise, assez jeune quand même. Donc est-ce que c'est le même documentaire ou pas qui parle de l'humain, etc. Finalement, l'idée de présenter les prisonniers comme finalement des gens presque qui auraient eu un mauvais karma, c'est de leur faute s'ils sont en prison. Il dit ça de façon quelque chose d'énorme, énorme. Il le dit sur un ton très léger, comme s'il disait l'air. Le fond de l'air, c'est le printemps, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air, voilà, on est joyeux parce que c'est le printemps. Et voilà, regardez, il commencerait à sentir, à s'approcher de certaines fleurs pour les sentir. Voilà, c'est ça. Il dit ça sur un ton très guilleret presque. C'est normal, c'est logique, c'est logique. C'est eux qui l'ont cherché. On va en prison parce qu'on est formaté, on s'auto-formate, on s'auto-forme, et c'est pas notre destin, c'est notre choix. Et alors notre choix, parce que c'est peut-être le même reportage ou c'est la même thèse qui est reprise, ça pourrait même avoir un fondement génétique. Donc on va la biologisation de la sociologie, cette école-là dont je n'ai plus entendu parler, la sociobiologie, quelque chose comme ça, j'en ai plus entendu parler depuis longtemps. Voilà qu'elle revient comme ça, de façon pas du tout claironnante, de façon très tranquille, très douce, très cultivée, presque enfin, voilà. Elle n'est pas morte, la sociobiologie, c'est bien le terme qu'elle avait à une certaine époque, quand elle était assez à la mode. Donc ça me rappelle qu'il y a eu un certain président de la République qui était pour des tests dans les maternelles, pour essayer de voir celui qui a le gène
de la délinquance pour détecter les primo-délinquants, évidemment pour les isoler, comme aujourd'hui on voudrait détecter les infectés pour les isoler, et ça rappelle de mauvais souvenirs, ne serait-ce que au niveau de la fiction un peu, comment dire, la fiction un peu apocalyptique, dans le sens qu'on donne à ce terme classiquement, pas celui de révélation, mais celui de catastrophe, et celui de fin du monde. L'apocalypse, voilà, apocalypse, révélation, ben, moi je préfère l'apocalypse, apocalypse tout court. Et cavaliers de l'apocalypse, je préfère les cavaliers d'apocalypse, vraiment ceux qui sont là pour faire le mal. La peste, je sais pas quoi. C'est les cavaliers, chacun est spécialisé dans les fléaux, l'autre sème, je sais pas ce qu'il... Chacun amène une chose. Alors que la révélation, je sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, la révélation, c'est quoi? Apocalypse, révélation. La révélation de quoi? Alors on dit, mais après on n'apporte pas le détail ou les détails indispensables pour essayer d'habiter cette notion de révélation. Alors que par opposition, moi, Apocalypse, bah, il est habité. Il est vraiment, il réfère à quelque chose de presque concret, en tout cas au niveau des représentations. J'utilise pas le mot imaginaire, j'utilise bien le mot représentation. Voilà, donc c'est ça. Alors, j'entends le monde comme je sais plus de ce dit philosophe, le monde comme volonté et comme représentation. Alors comment il s'appelait, ce philosophe que j'ai rencontré quand j'étais petit, voilà, à travers un texte comme ça qui le présentait comme celui un peu le philosophe du pessimisme. Ça me plaisait bien, comme ça, quand j'étais petit. Et je viens d'oublier le nom, pourtant je l'ai écouté il y a pas longtemps sur France Culture, j'ai oublié son nom. En tout cas, c'est le monde comme volonté, comme représentation. Ah, j'aurais bien aimé composer quelque chose comme ça, mais je sais pas ce que ça veut dire exactement. Là, le concept de représentation, c'est les choses telles qu'on se les représente, comment on les voit, non pas comment on les imagine, mais comment on les voit, comment on les voit se faire et se défaire quand on voit les relations entre évidemment les différentes composantes, entre les éléments, comme l'articulation entre les composantes, peut-être les rapports, notamment rapports causalité, voilà, donc représentation, comment on se représente le monde, comment peut-être on le perçoit, comment on l'interprète. On le représente peut-être d'une façon très matérielle, on peut le représenter aussi sous une forme en l'inscrivant dans une sorte de destin plus grand, le monde comme une réalité presque transitoire. Il y a le monde matériel et peut-être qu'il y a un monde au-delà du matériel. Et puis, bon, au niveau, on peut aussi mettre en place le concept de dimension, multidimensionnalité. Alors la représentation, comment je me représente, comment je perçois les choses, comment j'identifie les choses, comment je les inscris dans comment je les place dans la réalité, et même même au niveau comment je perçois la réalité dans ses divers aspects, réalité physique, réalité sociale, réalité ceci, cela.
Après, je sais pas, comme représentation, je vais pas au-delà. Je pourrais un peu plus, mais bon, c'est pas un effort très intéressant. Et si je devais parler de comment je me représente le monde, comment je voudrais qu'il soit, pas comme il est, mais je voudrais comme je voudrais finalement le fonder ou le refonder, le transformer. Évidemment, là-dedans, je ferais un être presque libéré de la biologie, et ce n'est plus un être vivant en tout cas. Donc ce serait, je sais pas quoi. Même, j'en ferais une sorte de minéral. Et ben les minérales aussi, il a un cycle. Donc c'est quoi ne plus être gouverné par la biologie, gouverné par le besoin, gouverné par le être dans la dépendance. C'est parce qu'on est dépendant qu'on réfléchit sur les limites et sur comment peut-être échapper à sa dépendance, comment on pourrait finalement la faire venir, l'exploiter pour peut-être pour la maîtriser, pour peut-être la comprendre, pour essayer de s'en émanciper, ne serait-ce que de façon très très brève. Voilà. À un moment, je voudrais cesser d'être un être biologique, mais juste un petit moment. C'est la biologie qui me nourrit, qui nourrit ce besoin que j'ai de parler, d'articuler, de dire. C'est la biologie, c'est mes humeurs, c'est mes hormones, c'est ma nature d'être social, privé de sociabilité ou de socialité, un être coupé, un être confiné au-delà de tout ce qu'il est possible d'imaginer. Voici, donc c'est l'occasion de nouveau de rappeler que le décompte pour arriver au déconfinement est parti. Évidemment, quand on lance un décompte, il finit par arriver à son terme. C'était ça le truc. Donner un horizon. Laurence, ça va être terminé. D'une certaine façon. Pas totalement, évidemment, mais d'une certaine façon. Et le fait d'avoir un horizon permet d'échapper à l'angoisse finalement de ne pas savoir. Voilà, au moins on sait. Mais pour moi, ça représente, évidemment les choses ne sont plus comme avant, mais ça représente déjà un retour à la normalité d'un vrai confinement, celui qui n'a pas de fin, que rien ne peut venir déconfiner. Je vais rester comme ça. Et la preuve, c'est voilà ce que j'enregistre, c'est de plus en plus l'absence qui se confirme. L'absence, évidemment, la personne qui s'est désinscrite de mon cercle d'amis sur ce réseau social, le fait que d'une façon très 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 marginale, mais c'est un fait numérique, voilà, simplement. C'est un fait quand même. Aujourd'hui, le numérique c'est devenu très physique, très vrai, très matériel. C'est pas ça. On lui fait confiance, au numérique. Voilà, à ce virtuel, à ce monde construit avec des pixels, avec des 0 et des 1. Voilà, on fait confiance. Et après, les choses, donc la personne, et fondamentalement, j'avais cru. On croit toujours, parce qu'on est comme ça. On croit que... Bon, j'ai traité des biais cognitifs, je pense n'avoir pas trop échoué. C'était une belle tentative, un peu presque insouciante, un peu inconsidérée, mais ce fut une belle épreuve. Mais là, ça rentre pas dans la catégorie des biais cognitifs. C'est juste une intuition, plutôt une contre-intuition.
On imagine que, logiquement, pendant ce moment exceptionnel, les gens vont se manifester. Les absents d'hier et les absents de plus loin encore, finalement vont s'inviter pour essayer de prendre de mes nouvelles pour que, à mon tour, je prenne des leurs. Finalement, ça n'a pas marché. J'ai appelé 2 personnes, ces 2 personnes n'ont pas rappelé. Donc, ça confirme une fois de plus que je suis pas prêt de sortir de mon confinement. Donc voilà, ça va reprendre normalement, comme avant. Et personne. Donc c'est pas ces mots, c'est pour ça que je n'accorde pas d'importance à l'accueil, bon accueil, mauvais accueil, qui peut être celui des gens qui m'écoutent, enfin l'accueil, pas accueil réservé à mes prises de parole, ça n'a pas d'importance puisqu'il n'y a pas ça n'a pas d'effet sur le réel. Moi, si je suis disliké, bon, ça pourrait m'ennuyer, mais je saurais m'y adapter. Mais la réalité, ça change rien. La réalité, c'est que j'enregistre pour rien, dans le vide. Simplement, on voit des gens comme celui dit poète, qui fait un clin d'œil à quelqu'un d'autre, dit poète, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui faisait l'éloge funèbre, d'une certaine façon, d'un dit écrivain, d'un dit romancier, je sais pas quoi, qui vient de mourir. Ces gens-là, entre eux, ils se reconnaissent entre eux. Évidemment, moi là-dedans, alors que j'ai des choses à reprocher, un des 10 poètes, beaucoup de choses à lui reprocher, parce que pour moi, c'est pas un être humain accompli. Soit ceci dit, ça résume, dans ma tête, ça résume, de façon, j'allais dire polie, pas un être humain accompli, par rapport à son âge, par rapport évidemment, et c'est un être qui, peut-être pour s'accomplir, il faudrait qu'il vive encore 100 ans, parce qu'il y a encore trop dans l'immédiateté et trop dans la réactivité. Faudrait dire le monde comme volonté, comme je sais pas quoi, à un moment donné, ce monde-là, moi, j'y ai renoncé. C'est vrai que j'y suis encore pour des raisons, je pourrais dire, pécuniaires, pour des raisons de survie, j'allais dire, j'ai besoin garder contact avec d'autres humains, mais je le fais uniquement pour pouvoir continuer de vivre. Je prends le minimum. Voilà. J'ai pas besoin de beaucoup. Je vois des gens, je socialise pendant 1 heure ou 2 heures, 3 heures par mois ou tous les 2 mois. Ça me suffit largement. Au-delà, je serais ramené vers le monde que j'ai préféré quitter. Non, le monde, tout ce qui, c'est un jeu, on pourrait dire jeu de dupe, mais c'est un jeu c'est une, je sais pas, c'est une sorte de représentation. Là, on représente des choses, il y a des gens qui jouent un rôle. Voilà. Chacun joue un rôle. Il y en a qui jouent les rôles de méchants, il y en a qui jouent le rôle de gentil. Mais moi, cette pièce, cette pièce, je l'ai suffisamment vue et revue, ça me suffit. J'ai plus besoin je suis ni gentil ni bon, je suis au-delà de tout ça. Je fais plus partie d'aucune catégorie. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas mon histoire. Moi, c'est comme ça. La biologie veut que je me retire. Moi, je me retire avant de recevoir finalement le
de recevoir l'ordre de m'en aller. Je commence, je sais pas, pourrait dire, habiter mon corps, à ce corps que je vais plus tellement habiter, mais je pense avoir constitué suffisamment de réserves. Je vis sur mes réserves, j'essaie d'avoir un autre rapport au monde. Je dois quitter le monde sans regret. Et je me prépare, je me mets en condition. J'abandonne peu à peu, je laisse tout derrière moi. Petit à petit, j'avance. Je me dépouille. Si, une façon. Et à la fin, de toutes les façons, je partirai sans rien. Autant, mais je laisserai tout derrière moi. Autant partir sans rien laisser. À quoi bon? À quoi bon laisser? Si quelqu'un veut que je lui laisse quelques mots, ça me gêne pas. Mais quelque chose de matériel, rien. Je laisse ce que je porte sur moi. Vous pouvez m'enterrer avec, ça me gêne pas. Si vous n'avez pas envie de le toucher, voilà. Mon trou, il est déjà tout prêt. D'ailleurs, quand je me sentirai pas bien, j'irai me coucher dedans et j'attendrai de mourir. Puis j'ai préparé la terre et tout ce qu'il faut. Vous n'aurez qu'à faire basculer, voilà, et tout est prêt. Moi, je vais dormir, je vais m'endormir et je vais me couvrir avec un linceul. Si je meurs, tant mieux. Si je suis encore là le lendemain, il se peut que je me lève, mais dorénavant, je vais choisir de me coucher dans mon dernier trou. Voilà, ce trou-là. J'essaie de m'y habituer, de trouver mes aises. Voilà. Bon. Il va porter mon odeur, il va m'être familier. C'est comme l'on peut finir, hein. C'est ça. Comment quitter le monde? Comment laisser le monde derrière soi? Comment ne pas s'accrocher quand s'accrocher ne rime à rien, n'apporte rien. Les bisbilles, les guéguerres, les petites mesquineries, voilà. Et j'ai même pas à juger ça. Ce que vous faites, c'est même pas mesquin. Vous le faites parce que ça vous plaît de le faire. Mais moi, j'ai même pas à vous juger. Vous faites ce que vous voulez. Le langage me force à vous juger. Mais moi, je ne vous juge pas. Je ne porte pas de jugement. J'ai pas d'opinion. Je suis pas concerné. Mais vous, si ça vous plaît de jouer une partie pour de la jouer, voilà. La partie, je sais pas quoi, des rivalités, des duperies, tous ces jeux-là, qui sont devenus pour moi totalement, comment dire, je trouve ça plus de mon âge, plus de ma constitution, j'ai plus la force, j'ai même plus, je sais pas. Et donc, comment on construit une chose? C'est vrai, c'est Schopenhauer, voilà, c'est ça la personne à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, Schopenhauer. Si on doit passer du temps à essayer de suivre, comprendre, lire, se pénétrer de la pensée d'une personne, on ne peut pas s'occuper de la sienne. Et notre pensée, elle serait constituée quelque part de choses qu'on aura ramassées. Bien entendu, c'est déjà le cas. Mais pourquoi aggraver la chose? C'est vrai, c'est un patchwork.
les idées que je mets en, en, en mouvement, c'est des emprunts. Bah, je constitue d'un patchwork de choses. C'est vrai, il y a patchwork et patchwork. Il y a des fois un patchwork totalement, en fait, il n'est pas fait avec avec des chutes, il est fait avec des morceaux de tissu qu'on a coupés, qui étaient bons, quoi, qui étaient pas usés, qu'on a utilisés, comme cette personne, et qui faisait des choses, qui cassaient des assiettes qui étaient encore bonnes, qui étaient encore tout à fait utilisables, pas usées, rien du tout, pour essayer de construire quelque chose, enfin, je sais pas, un tableau avec de la faïence, avec des choses comme ça. Donc, on casse quelque chose pour essayer de lui donner une autre forme. Et normalement, voilà un patchwork. Donc, quelque part, c'est vrai que certaines idées, ben, je suis pas un patchwork nouveau comme maintenant. Les idées j'utilise, que je mets, ben, elles, comment dire, elles ont quand même vécu avec moi. Donc elles ont pris mon odeur, elles ont pris, comment dire, je pourrais dire, à bout d'un moment, ben, porte mon empreinte. C'est de l'emprunt, mais ça a été tellement presque dénaturé, presque reformulé que c'est, voilà, on aura du mal. Donc voilà comment on peut dire les choses. Donc ça empêche l'émergence ou la mise en place d'une pensée propre à soi. Bon, cela c'est une sorte c'est prétentieux, c'est orgueilleux que de vouloir avoir une pensée autonome. C'est une posture. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Autant ou si loin que cela puisse être possible, je vais quand même avoir ce but-là, constituer une pensée propre qui ne doit rien à personne, ni à Schumpeter, ni à Nietzsche, ni à Derrida, ni à Foucault, ni à personne d'autre. Ma pensée. C'est vrai que quand j'ai utilisé le concept, commencé à utiliser le concept de l'émergence, en fait, c'est un concept que j'avais commencé à utiliser en arabe déjà, le pays de la constitution, al-mansha, au lieu de dire le pays d'origine, le pays d'où l'on vient, non, le pays dans lequel on s'est constitué. Le pays, donc, après, ça, c'est devenu l'émergence. L'émergence dans le sens, voilà, comme ce qui est en train de se passer actuellement, j'ai mis des plantes sous terre, et puis elles commencent à émerger. Voilà, donc, la graine, et c'est très, très intéressant, parce qu'à chaque fois, ce sont des choses qui se déroulent toujours. On peut avoir comme ça des choses, on peut remarquer des différences dans le rythme de poussée. On peut remarquer, il y a des plantes, parce qu'elles sont un petit peu à l'ombre, elles essaient de se tordre, d'aller vers la lumière. Et même, elles essaient de dépasser, c'est-à-dire, elles sont plus hautes que les autres qui sont en pleine lumière. Et c'est les mêmes. Donc il y a la tige est plus haute dès le départ. Parce qu'il faut dépasser, faut aller vers la lumière. Donc on est comme on est selon son milieu de départ, le pays de sa première, de son immergence. Selon donc la nature de l'environnement, on est. Donc si l'environnement nous pousse à aller chercher ce qui nous manque, voilà comment
ce qu'il manque, c'est peut-être des sortes d'éclaircissements, une compréhension, répondre à des interrogations, aller voir ailleurs ce qui se passe. Peut-être simplement de la curiosité, peut-être que la tentation de l'ailleurs est très forte. Et que c'est ça qui nous fait traverser les frontières, traverser les continents, etc. C'est d'aller voir, d'aller toucher de près pour se rendre compte de la réalité d'une chose. Cette chose-là, elle était que dans les films, elle était que dans les magazines, et là je veux la toucher de près, je veux la vraiment pour voir si elle est faite pareil, pour voir. Donc c'est ça. Donc je disais tout à l'heure, je ne fais que passer, mais finalement j'ai pris mon temps, j'ai pris mes aises. Mine de rien, je suis en train de parler depuis 1 heure et quelques. J'avais prévu une demi-heure, peut-être 40 minutes, mais pas 1 heure et demie. Mais c'est pas grave. Ce sont là des propos sans conséquence. Des propos, voilà. Et à des moments, c'est vrai que je parlais de l'acte et de l'acte minimal, et c'est vrai que cette histoire d'aller vérifier si quelqu'un est en train d'écouter un enregistrement, un autre, ben finalement le système est mal fait, parce qu'il vous fait croire qu'ils ne vous donnent pas de suite la durée de visionnage. Donc vous devez attendre, et vous avez une moyenne. Mais par contre, vous n'avez pas donc les gens, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, mais en fait ils n'ont fait que cliquer, et puis ils se sont arrêtés. Donc et le fait d'avoir ça à un moment donné, ça vous influence, ça vous donne envie de continuer, et de pas l'avoir du tout, même si c'est pas vrai, même si c'est qu'une illusion numérique, ben finalement ça vous manque. Et donc au bout d'un moment où vous faites des choses et vous n'êtes pas convaincu que vous avez qu'un auditeur qui peut-être resté que quelques dixièmes de seconde, à quoi bon? Parce que ce travail-là, il semble pas prêt de sortir du tunnel dans lequel il se trouve. Voilà, c'est un travail qui, bien sûr que ça me profite à moi. Si ce n'est, si ça n'a pas été le cas, j'aurais pas pu rester 1 heure et demie à dire des choses un peu simples, un peu qui, j'aurais pas pu. Même en parlant simplement, j'aurais pas pu. Quelquefois, je hausse un peu les choses, je fais un peu plus d'efforts, et donc j'essaie de changer le style, j'essaie de varier les attaques, etc. Même ça ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne. Donc a priori, c'est comme ça. Et finalement, on a envie de construire un texte oral comme une sorte de composition plastique. On a envie de mettre une chose, un mot, puis laisser un espace. Ce n'est pas possible, parce qu'un espace, ça veut dire silence, ça veut dire vide. Donc le vide dans une composition autre n'est pas un problème. Au contraire, il permet l'opposition. Mais là, dans le discours oral, on ne peut pas supporter qu'il y ait beaucoup de vide. C'est quoi ces vides? Ça ne veut rien dire. Même quand on parle un peu lentement, c'est comme ça pèse. Et donc, alors parler normalement, mais en s'arrêtant. Voici comment on peut construire un triangle avec la voix. Comment on pourrait placer des éléments, une accumulation. Comment on pourrait faire les couleurs, les matières. Comment représenter cela? Comment peut-être même finalement créer le côté de l'effarement.
comment créer presque de la une sorte de réaction, de rejet, provoquer des émotions, provoquer de la colère, choquer. On peut choquer avec les mots, mais c'est, voilà. Et il y a les scandales dans les expositions, je sais pas, les refusés, etc. D'accord, c'était des gens qui avaient fait différemment des canons de l'époque, mais les refusés dans le domaine de l'art oratoire, ça un peu moins quand même. Donc finalement, ça a besoin d'être complété par quelque chose de plus, de quelque chose de matériel. Matérialiser les mots. Comment cela peut-il être possible? C'est vrai qu'un discours peut venir comme ça accompagner une matérialisation, une matérialité active, mais voilà. Mais que la matérialité active, mais le discours soit quelquefois c'est le discours qui est mis en avant et puis il est accompagné. Quelquefois le discours ne fait qu'accompagner. En tout cas, il est quelquefois il y a la musique, donc il y a l'accompagnement sonore. Il faut le texte oral à lui seul ne suffit pas. Comme on pourrait dire, tiens, le chant a cappella ne suffit pas. Pourtant, c'est très intéressant, le chant a cappella. Donc, voilà, la parole a cappella, la parole sans accompagnement, est intéressante parce qu'elle doit remplir tout l'espace, toute seule. Elle ne peut pas se reposer sur un quelconque aide ou assistance. Elle est là, et puis si elle remplit mal l'espace, ben voilà, elle perd l'auditeur. Voilà. Voilà, donc je m'arrête là. Je pensais, je suis arrivé à 1h30 bientôt, donc j'arrêterai à 1h30. Donc je pensais que c'était déjà. Donc voilà un truc. C'est vrai que on découvre que l'on peut convoquer quelque chose que l'on n'avait pas en tête. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on se dit, tiens, j'ai été marqué par cette chose-là. C'est vrai, si j'en parle en ce moment, c'est parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai côtoyé. C'est vrai, quand on a fait l'histoire de l'art, il y a quelque chose qui revient, quand on a été présent à des choses en rapport avec le spectacle vivant, avec aussi les performances, avec la production dite artistique, plastique et tout ça. Bah, ça revient bon, ça constitue, ça aide, voilà, donc, la parole, elle n'est pas seule, elle se fait aider, voilà, par ces évocations. Donc, on est là et on aimerait pas rester seul. J'aimerais pas rester seul, mais bon, c'est comme ça. C'est un grand privilège que de pouvoir rester seul et rester seul vraiment. Mais quelquefois, c'est un privilège dont on pourrait un peu avoir envie de se défaire à un moment donné. Voilà. Cette couronne-là, elle est trop lourde. D'ailleurs, les couronnes, on les porte qu'à certaines occasions. Donc le silence, dans certaines occasions, mais pas de façon permanente. Voilà, on n'est pas en représentation. On est dans la vie. Hein. Le silence, c'est la chose qui est imposée, qui n'est pas choisie. Quand c'est une chose qu'on doit subir, alors là, non. La para, les lourdes étoffes, etc. C'est dans des moments particuliers. Mais sinon, le reste du temps, on vit. On s'habille normalement, voilà. Et dans certaines occasions, voilà. Donc, le silence doit être l'exception, et non pas la réalité
et non pas la permanence. Voilà. Donc, c'est bon. À très bientôt. Je sais pas, je dis ça, je sais pas à qui.